Salut tout le monde et bienvenue dans la traditionnelle vidéo de fin d'année sur les meilleurs et pires films de l'année. Alors là, c'est la vidéo sur les pires films de 2022 et surprise, l'équipe a décidé que c'était moi qui allais faire l'intro. Sûrement parce que j'ai la réputation d'être un bâtard qui n'aime rien. Est-ce mérité? Seuls mes parents peuvent juger, mais disons que 2022 n'a pas trop aidé vu la somme d'horreur qu'on a traversée. Allez, je la ferme et je vous laisse découvrir le flop 10 d'écran large, les 10 pires films de 2022 selon nous, ce qui vous donnera 10 nouvelles raisons de nous détester et maudire notre existence. À la dernière place de notre top 10, il y a Le Samaritain, dans lequel Sylvester Stallone s'accroche désespérément à son statut d'éternel outsider et combattant sur le retour. Pourtant, après le dernier Rambo, son absence dans le prochain Rocky et son retrait prévu de la franchise Expendables, Stallone avait l'air de s'être fait à l'idée de vieillir, mais il a choisi la façon la plus caricaturale de prouver que non. Dans Le Samaritain, Stallone, qui a passé l'essentiel de sa carrière à incarner des surhommes bodybuildés, joue carrément un super-héros qui sort de sa retraite pour mener un dernier combat contre le crime, sauver un gosse et montrer à tout le monde qu'il en a encore dans les bras. Et ça aurait presque pu être marrant si ça avait été tourné en dérision, mais non, le film est totalement premier degré. Il tente même de renouer avec les codes de la série B d'action à l'ancienne, avec les punchlines toutes nazes, les jeux de mots et les ralentis sur les visages qui crient, mais comme tout le reste est super sage, on retrouve pas cette démesure et cette générosité un peu bête mais régressive. La mise en scène plate et la réalisation statique trahissent surtout les limites physiques de Stallone, qui grogne et fait des grimaces mais ne cogne jamais vraiment. Et pour pas trop créer de contraste, sa doublure ne fait rien de trop extravagant, donc les combats sont expéditifs, encore plus les combats au corps à corps qui se règlent en 3 coups. Et pour ça, le scénario est d'ailleurs une bonne béquille, vu que Joe Smith, le protagoniste, a une force surhumaine, donc il a juste à donner un coup d'épaule ou à pousser un type de la main pour qu'il décolle de 4 mètres. On va dire qu'on a vu plus spectaculaire. Et pour le reste, y a rien d'autre auquel se raccrocher et surtout pas la récupération foireuse des codes et univers de super-héros. On a le droit à 3 bribes de mythologie balancées dans une scène d'exposition qui empile tous les clichés, du genre la lutte fratricide façon Wolverine et Dents de Sabre. L'histoire, elle, ne s'intéresse pas vraiment à ces personnages, en particulier Joe Smith qui reste une coquille vide, et les enjeux politiques et sociaux sont grossièrement calqués sur The Dark Knight Rises ou Joker et se résument en une révolte dans une ruelle avec 15 figurants et des fumigènes. Bref, ne vous fiez pas au titre, Le Samaritain n'a rien d'une bonne action de la part de la MGM et d'Amazon. En 9ème position, un film de franchise, et vous allez voir qu'il y en a encore beaucoup dans cette liste. Ce film, c'est Massacre à la tronçonneuse version Netflix. Alors oui, à l'époque, à sa sortie, on lui a trouvé quelques qualités, notamment sa dose non négligeable de gore qui tâche, et d'effets sanglants de plateau bien méchants. Mais cette histoire de flop, c'est aussi une occasion de pointer du doigt des grosses déceptions, et des films qui symbolisent ce quelque chose de pourri à Hollywood. Et ce Legacy Sequel est à la fois l'un et l'autre. C'est une grosse déception car on attendait beaucoup mieux de la part de Fede Alvarez, metteur en scène du remake Devil Dead, et de Don't Breathe, et ici producteur et co-scénariste. Et c'est révélateur de quelque chose de pourri parce que c'est atrocement réac. On pourrait dire ça de plusieurs films d'horreur pétés de cette année, hein. Oui, c'est toi que je regarde, La Proie du Diable, mais c'est ici tellement bête, indigne et insultant envers l'œuvre de Hooper que ça confine au génie du mal. Alors je pourrais en parler pendant des heures, évoquer le scénario complètement improbable avec ces ados qui rachètent une ville pourrie du Texas pour en faire un village instagrammable, parce que vous comprenez, ils sont tellement hors sol. Je pourrais évoquer les dialogues dégueulasses qui recrachent toutes les obsessions des pires éditorialistes de la TNT, les caricatures d'à peu près chaque personnage, mais il suffit de regarder la séquence ahurissante où la survivante d'une fusillade en milieu scolaire guérit de son trauma au contact d'un bon gros M16 des familles et de la virilité de son propriétaire. Que rajouter après ça, quoi? Franchement, là, c'est l'Oscar de la scène la plus indécente, direct. Avec le recul, c'est quand même assez dingue de se dire qu'en voulant revenir à une approche très politique dans la lignée du classique de Toby Hooper, les mecs ont pissé sur son œuvre comme personne avant, et pourtant il y en a des litres de pisse. C'est l'occasion de rappeler que Massacre à la tronçonneuse premier du nom s'est chiné à comprendre ces jeunes personnages et à s'y intéresser. C'était la seule manière de traiter la fracture sociale américaine comme il l'a fait. Regardez Massacre à la tronçonneuse, mais regardez le bon par pitié. Cette année, on a eu une superbe adaptation de Pinocchio, une merveille pleine de poésie et d'émotion signée par un réalisateur émérite, mais à la place je vais vous parler du Pinocchio de Robert Zemeckis, celui qui se trouve en 8ème position de notre top et qui condense à lui seul tout ce qui déconne chez Disney.
Comme pour La Belle et la Bête ou Le Roi Lion, le but était de recracher le film d'animation en prise de vue réelle, en reprenant le gros du scénario et la même charte graphique. Donc, à première vue, rien de très créatif ou d'intéressant. Mais avec Robert Zemeckis à la réalisation, on pouvait espérer naïvement peut-être un minimum de cinématographie et une vision artistique plus présente. Donc il pouvait quand même y avoir un réel intérêt à refaire Pinocchio, même en restant sur le modèle du film de 1940. Sauf que Zemeckis n'a pas du tout évité le naufrage et on peut même se demander s'il était vraiment à la barre vu la pauvreté de la réalisation, qui n'a aucune énergie et se contente de montrer l'histoire sans jamais y participer. Globalement, ce Pinocchio est sans ambition, technique ou narrative. C'est même pas un étalage technique avec un défilé de belles images sans âme qui ont coûté très cher. Les images de synthèse, à l'inverse, sont médiocres, en particulier pour les animaux. Donc la solution, ça a été tout simplement le cache-misère. Comme les incrustations ne sont pas bien fignolées, Pinocchio n'a presque pas d'interaction physique avec les autres personnages, sauf avec Geppetto à 2 ou 3 reprises, mais bon, on ne peut pas croire une seule seconde à l'authenticité de leurs échanges. Figaro aussi est très moche, du coup il est filmé en plan large ou de dos, et tant pis pour son rôle dans le scénario qui est largement diminué comme son temps d'écran. Et tout ça, ça participe au manque de chaleur du film, qui n'est pas aussi touchant et émouvant qu'il devrait l'être. Surtout que le scénario essaie de creuser le parcours de Pinocchio et de tirer encore plus sur la corde sensible en ouvrant des pistes qui ne sont jamais explorées ou à peine effleurées. Comme par exemple le rejet social de Pinocchio, le deuil de Geppetto ou la découverte de l'amitié. Et comme le Pinocchio de Guillermo del Toro part plus ou moins du même postulat, mais en ayant réussi tout ce qu'il a entrepris, il a encore plus accentué la médiocrité de celui de Disney. Je vais d'ailleurs finir en vous conseillant d'aller plutôt sur Netflix pour regarder cette version. À la 7ème place de ce flop, voici le thriller érotique tendu le moins érotique, le moins tendu et le moins thriller de l'année, le fameux Eau profonde d'Adrian Lyne. Et franchement pourtant, voir Adrian Lyne revenir au thriller érotique sulfureux, 30 ans après la fin de ce genre quasiment mort et enterré, et en tout cas largement pourrissant, ça nous faisait déjà bien marrer. Mais le résultat a complètement dépassé nos espérances, d'où la présence d'Eau profonde dans ce flop de l'année. D'ailleurs, pour tout vous avouer, car on ne vous cache rien, la rédaction s'était carrément mise en pause pendant 2 heures afin de savourer collectivement ce grand moment de ringardise sur Amazon. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? AEL envie de plaisir simple et plongé dans le regard éteint de Ben Affleck, qui tente ici de jouer le moins possible devant la mise en scène stoïque de Adrian Lyne, ça nous embarque totalement. Bon, le plus drôle dans ce Eau profonde, c'est surtout que le film se veut une grosse critique du couple de petits bourgeois américains, notamment parce que notre bon vieux Ben Affleck menace tous les amants de sa femme, incarnée par Ana de Armas, qui, elle, séduit à peu près n'importe quel hipster débarquant en ville. Le truc, c'est qu'Adrian Lyne et ses scénaristes sont complètement persuadés que les codes du thriller érotique post-Basic Instinct, parfois sacrément misogyne, soyons très honnêtes, sont les meilleurs pour raconter cette histoire de cul sans cul. Et à croire l'impossible, ils ont réussi à nous livrer une parodie totalement involontaire, transformant leur thriller sulfureux en gros drame marital, mou et frigide. Alors finalement, entre les scènes de cul les moins sexy du cinoche récent, le parallèle baveux avec des escargots et surtout la course-poursuite la plus nulle de l'année, Adrian Lyne nous a offert un nanar ultra teubé, complètement périmé et profondément gênant. Le gros malaise quoi. En 6ème position, et ça m'arrache la gueule de citer Jean-Pierre Jeunet dans une telle vidéo, c'est Big Bug sorti sur Netflix. Alors je préviens direct, j'aime beaucoup Jean-Pierre Jeunet avec Marc Caro ou en solo, ou en tout cas jusqu'à un long dimanche de fiançailles parce qu'après c'est notre histoire, c'est plus compliqué. Mais là c'est vraiment un autre niveau, c'est une hallucination de nullité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Jean-Pierre Jeunet a-t-il pu écrire une histoire aussi bête, aussi banale, aussi inintéressante ? Comment c'est possible que son 8e film fasse aussi amateur et ressemble à un mauvais sketch sorti des années 90 ? C'est quand même un best-of de tous les pires petits clichés de la SF qui sont ringards depuis au moins ma naissance et ne racontent plus rien sur la société ou le monde depuis encore plus longtemps. C'est un mauvais flashback et c'est comme si quelqu'un avait essayé de rêver, cauchemarder un mix entre scène de ménage et la 4e dimension. Franchement, à part les robots en animatronique, notamment Einstein créé par Pascal Molina, c'est un désastre. Interminable, laid, vide, absolument pas drôle alors que c'est une comédie en théorie, j'ai vérifié, dénué de la moindre miette d'imagination et vraiment incompréhensible au final. Mais bon, j'y crois encore, donc je vais attendre le prochain film de Jean-Pierre Jeunet et essayer d'oublier l'existence de Big Bug. En 5ème position, j'ai pour vous le meilleur somnifère de l'année qui répond au doux nom des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. L'ami Mathieu en avait déjà très bien parlé en vidéo, mais franchement, on a eu peu d'accidents industriels aussi passionnants depuis Star Wars 9. Parce qu'au-delà d'être la réunion annuelle de tous les gens toxiques et cancel de l'industrie, Johnny Depp, J.K. Rowling, Ezra Miller, Les Animaux Fantastiques 3 essaient de gérer 2 chantiers en même temps.
D'une part, raviver tant bien que mal la magie du Wizarding World NDR, et d'autre part, cacher ou recaster les gens craignos qu'il accumule devant ou derrière la caméra. Malheureusement, c'est un peu difficile quand tu passes après un deuxième opus qui essayait déjà de virer de bord pour refaire du Harry Potter, mais en tout gris. Toute cette confusion est d'ailleurs sublimée par le début du film, où un perso débarque pour te résumer ce qu'il s'est passé dans les deux premiers. Et c'est franchement utile. À vouloir absolument rafistoler ce bateau où l'eau s'infiltre de partout, cet Animaux Fantastiques 3 devient une créature de Frankenstein recousue n'importe comment, et franchement, il est difficile de ne pas griller les coupes au montage ou les réécritures complètement improbables. Là réside tout le paradoxe du film, parce que d'un côté c'est aussi fascinant que quand tu ralentis à la vue d'un accident de la route, mais d'un autre côté c'est super chiant alors que cette daube s'étale sur plus de 2h20. 2h20 qu'on doit à cette serpillière de David Yates qui n'a toujours pas appris à insuffler des couleurs et de la vie dans sa réalisation. Norbert Dragono devient définitivement le figurant de sa propre saga, les animaux fantastiques du titre sont toujours aux abonnés absents sauf pour servir de MacGuffin tout pourri, tout le monde change de camp quand ça l'arrange et surtout, le plan des héros implique littéralement de faire n'importe quoi. Ça devrait suffire à appréhender le naufrage qui évoque moins les reliques de la mort qu'une colique de la mort. Voilà, la plaque scato, facile, c'est fait. À la 4e position, comment aurait-on pu mettre autre chose que le fameux 4e volet des aventures de Thor chez Marvel, le bien nommé Thor Love and Thunder. Bon, en 2017, Taika Waititi avait plus ou moins revigoré l'univers du dieu nordique dans le MCU avec Thor Ragnarok, beaucoup plus pop et fou que Thor 1 et Thor le monde des ténèbres. Alors pour être très honnête, on avait un peu d'espoir que Waititi continue à tout dynamiter au milieu de la fadeur grisâtre du MCU. Et puis on a découvert le film et on a compris que oui, Taika Waititi avait bien eu envie de tout exploser, mais qu'il avait surtout oublié de faire un film derrière. En vérité, c'est peu de dire que Thor 4 a sa place dans notre flop puisqu'il ne raconte rien. Thor 4 est le symbole même d'une déroute narrative stratosphérique. Il y a bien un prologue alléchant avec l'introduction d'un grand méchant, puis une plongée dans le vide. L'ultra vide même, ponctué de blagues de mauvais goût, de scènes d'action tristement molles et d'une bonne dose de bons sentiments que ne renierait pas le Père Noël. Bah d'ailleurs, c'est peut-être ça le gros problème de Thor 4, ce n'est pas un film de super-héros, ce n'est pas un grand spectacle héroïque, mais tout simplement un immense conte de Noël. Parce qu'entre le traîneau de chèvres bruyantes, les gosses infernaux et la fin gnangnan, on suit en fait le duo Mère Noël, Père Noël, tentant de sauver les fêtes en ramenant les bambins, dont tout le monde se contrefout à la maison. Soit un petit conte au budget mirobolant, mais aux effets spéciaux dignes d'un téléfilm M6, une farce gentillette, lourdingue, terriblement laide, qui ne commence jamais vraiment et qui semble, par effet papillon, ne jamais en finir. L'enfer quoi. On arrive dans le top 3 et mes collègues m'ont chargé de faire une petite précision. À partir de là, on est si loin dans la fange qu'on n'arrive pas vraiment à les classer, On s'est pas mal battu pour les départager, mais au fond, ils méritent tous les trois d'être couronnés doigt d'honneur de l'année, chacun pour une raison particulière. Alors retenez votre respiration et nettoyez bien vos rétines, on plonge dans les abysses. Abysses où on trouve bien sûr Morbus. Vous l'attendiez en cliquant sur cette vidéo, il est là, il est beau. Bon, c'est une type facile, y a rien qui va, c'est con, c'est atrocement laid, et c'est surtout chiant comme un concert de 30 Seconds to Mars. Reste que Morbus, à l'instar des deux autres films en tête de ce classement, en dit beaucoup sur le cynisme délirant auquel s'est rendue l'industrie hollywoodienne, et plus particulièrement les producteurs de films de super-héros. En fait, c'est même son relatif échec économique qui est fascinant. Ce film, c'est une suite de mauvaises décisions stratégiques. Première mauvaise décision, penser que la secte de Jared Leto quitterait son île pour bouffer du popcorn dans un multiplex. Deuxième mauvaise décision, penser que la filiation avec l'univers de Spider-Man suffirait à convaincre le grand public, quitte à spoiler allègrement la scène post-générique. Troisième mauvaise décision, penser que les moqueries et les mèmes autour du film justifieraient de le ressortir en salle. Oui, parce qu'après Morbin Times et tout, ils l'ont ressorti le truc pour qu'il se crache encore. Tout ça avec une idée directrice, une conviction, peu importe le respect du spectateur tant que le truc ressemble vaguement à un film de comic book et qu'on le présente comme un épisode de ce soap opéra pour le moins aléatoire qu'est l'univers partagé. Parce que Morbus n'est pas juste un mauvais film, c'est à peine un film. Plein de trucs de la promo ne sont pas dans le produit fini, le rythme est complètement pété, certaines scènes sont montées n'importe comment, au point où les personnages se téléportent quand elles ne sont pas découpées au tractopelle. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais c'était pas joli. Sony avait parfaitement conscience d'avoir un film soit pas fini, soit remonté à l'arrache sous la main, et après le carton de No Way Home, ils se sont dit qu'avec une bonne promo, ils allaient pouvoir escroquer purement et simplement le public. Heureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, même s'il méritait un bid autrement plus violent, il y reste encore un petit peu d'espoir. En deuxième position, on a bien évidemment mis le machin le plus improbable de l'année. Et oui, je dis machin parce que je peux pas décemment appeler ça un film, à savoir Arthur Malédiction.
Si vous êtes passé à côté du phénomène, Arthur Malédiction raconte l'histoire d'une bande de jeunes fans hardcore de Arthur et les Minimoys, ce qui en fait déjà la meilleure comédie de l'année, et cette joyeuse troupe part en pèlerinage vers la maison qui a servi au tournage des films, c'est-à-dire la maison de vacances de Luc Besson, parce qu'on ne fait pas de petites économies. Alors tout ça pourquoi? Pour les voir se faire trucider par une force mystérieuse dans ce qui est le slasher le plus mou et chiant de la Terre. Voilà. Bon, en même temps, dès les premières minutes, on voit la chambre du héros tête à claque et sa collection de goodies Arthur et les Minimoys, et je ne plaisante pas, on sait qu'on fait face au truc le plus opportuniste et à côté de la plaque du monde. Et ce n'est que le début d'un film qui enchaîne à une cadence incroyable les fautes de goût, les jeux d'acteurs approximatifs et les clichetons les plus hilarants. C'est bien simple, on dirait que c'est un défi, comme s'il collectionnait des cartes Pokémon, enfin plutôt des cartes Panini Arthur et les Minimoys, parce que visiblement c'est quelque chose. Mais d'un autre côté, Arthur Malédiction n'est pas qu'un énième nanar aux allures de téléfilm puant. Je pourrais me moquer des heures du film, et Dieu sait qu'il y a matière, mais le cœur du problème n'est pas là. Depuis la sortie du film, on a découvert que Luc Besson, le producteur de cette merde, a profité des étudiants de son école, de la Cité, pour globalement écrire et occuper les principaux postes du tournage. En gros, il leur a fait miroiter des alternances et des jobs étudiants comme si c'était une expérience professionnelle importante pour leur avenir. Yes. Bien sûr, il en a surtout profité pour payer le minimum syndical tout le monde et essayer de remplumer EuropaCorp avec ce qui est, en gros, un film d'étudiant. Il y a eu de nombreux témoignages à ce sujet, y compris dans les commentaires de notre vidéo sur le sujet, et en sachant ça, difficile de totalement railler Arthur Malédiction qui reflète surtout les pires travers de l'industrie. C'est quand même assez ironique étant donné que le message absolument dégueulasse du film, c'est de faire dire à un flic que le cinéma est quand même un peu dangereux parfois, et ça j'en suis pas sûr, mais dans le cas des films de Luc Besson, on peut parler de toxicité radioactive qui m'a sans doute coûté plusieurs années de mon espérance de vie. Avant de dévoiler le pire film de l'année selon nous, on a encore quelques balles à tirer. Il a fallu faire des choix pour cette vidéo, mais on n'oublie malheureusement pas The Requin, ce film où le surjeu d'Alicia Silverstone a plus de temps d'écran que le fameux requin. Il y a aussi Bullet Train et le déraillement de Brad Pitt, ou Mort sur le Nil de Kenneth Branagh qui ferait presque passer son Crime de l'Orient Express pour un bon film. Et n'oublions pas non plus le cinéma d'horreur qui a bien pris cher avec Firestarter, qui a directement rejoint la liste des pires adaptations de Stephen King, ou encore La Proie du Diable qui flirte très certainement avec des boîtes de production mormones ou évangélistes. Et le grand vainqueur dans la catégorie sac poubelle de luxe, c'est Jurassic World 3, alias Le Monde d'après. Alors je pensais pas qu'on pouvait faire un blockbuster aussi honteux et risible après Star Wars 9, mais à côté, l'ascension de Skywalker ressemble presque à un film. Alors par où commencer parce qu'il n'y a rien qui va dans cette daube. Le scénario, c'est l'un des plus cons que j'ai vu depuis des années. La fin de Jurassic World 2 n'est pas du tout assumée, les motivations pour réunir les personnages sont complètement artificielles, le plan du méchant est totalement débile, et ne me lancez même pas sur cette foutue histoire de sauterelle infernale. La mise en scène, c'est une blague sans fin, puisque Colin Trevorrow est capable de foirer n'importe quelle scène, même les plus évidentes, et il le montre dès la première minute. Et le projet global de conclure la trilogie dans le spectacle et la nostalgie, c'est un échec total. Tout dans Jurassic World 3 respire le cynisme, la paresse, la facilité, le je m'en foutisme, bref, le foutage de gueule. On zappe ce fameux monde d'après avec une ellipse, on remplace l'île par une vallée qui ressemble à une île, on rejoue les instants cultes de Jurassic Park pour faire plaisir mais sans rien raconter, on fait réapparaître des personnages qui ne servent à rien et en plus on en crée des nouveaux tout aussi nuls, c'est d'une tristesse infinie. Tout est un échec dans ce navet de luxe, il n'y a aucune sensation, aucun plaisir, aucun moment véritablement épique et marquant. Moi je me suis toujours pas remis de cette scène où tous les personnages sont réunis face au Gigantosaurus, qui a de toute évidence été écrite, filmée et montée par une armée de gens aveugles et bourrés. D'ailleurs, un conseil, ne revoyez jamais ce film sobre, à la limite regardez l'intro préhistorique sur YouTube qui a été coupée au montage, revoyez Jurassic World 2 qui ressemble presque à Mad Max Fury Road à côté de ce truc, ou juste oubliez l'existence de Jurassic World 3. Voilà, maintenant le chargeur est vide, mais avant de vous quitter, c'est le moment de vous rappeler que l'équipe d'Écran Large a besoin de votre soutien, mais aussi de votre argent. Si vous en avez les moyens, ou si vous êtes OK avec le fait de vous endetter pour nous, on propose un abonnement sur le site qui donne accès à des dossiers super exclusifs, comme l'Associé du Diable, Fisher King ou Steamboy. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. À très bientôt!